Bonjour Egunon et bienvenue sur Média Basque pour ce nouveau débat consacré aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Un débat que vous pouvez retrouver sur notre site internet et sur notre radio, Radio Média Basque. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la commune d'Urugne où 3 candidats sont déclarés. Il s'agit de Philippe Aramendi, Egunon. Vous êtes le maire sortant d'Urugne et vous êtes la tête de liste d'Urugne Elgarrekin, une liste que vous qualifiez de plurielle et sans étiquette, bien que vous soyez membre du parti de gauche Abertzale et Atchebaï. Vous êtes âgé de 57 ans et êtes ancien avocat. À vos côtés, Sébastien Etchebarn, Egunon. Vous avez 52 ans, vous êtes urbaniste géographe de formation et chef de file de la liste dite sans étiquette et citoyenne Vivons Urugne autrement. Vous étiez déjà candidat en 2020. Vous siégez depuis 6 ans dans l'opposition au conseil municipal. Et enfin, Martine Mignot-Carmé, vous êtes la tête de liste du cœur et des actes, Egunon. Là aussi, il s'agit d'une liste dite sans étiquette. Je précise néanmoins que vous comptez parmi vos soutiens l'actuel opposant Henri Lévrero, qui est délégué Les Républicains de la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, et Francis Gavilan, l'ancien premier adjoint de la maire Les Républicains d'Urugne, Odile de Corral, qui est lui aussi dans l'opposition. Vous avez 67 ans, vous êtes retraité de la fonction publique territoriale, vous avez notamment dirigé le centre communal d'action sociale de la commune de 2001 à 2022. Maintenant que les présentations sont faites et avant de lancer véritablement ce débat, je vous propose de découvrir une brève vidéo de présentation de la commune d'Urugne. La ville d'Urugne est conduite depuis 2020 par l'Abertzale Philippe Aramendi. 33 conseillers municipaux gèrent les affaires de la commune, recensant 10 661 habitants. Avec des quartiers assez éclatés, l'envie de rendre le bourg plus vivant et plus commerçant semble au cœur des préoccupations depuis quelques années. Les mécanismes de démocratie participative pourraient bien faire éclore plusieurs projets, tels qu'une salle culturelle, des restaurants, une médiathèque ou des commerces. Nous allons pouvoir passer à notre premier thème du débat qui concerne le logement et la redynamisation du centre-bourg. Nous avons estimé que ça allait de pair. Pour mémoire, dans la commune, il y a un projet qui a fait couler pas mal d'encre ces dernières années. Il s'agit de celui de la zone d'aménagement concerté du bourg, abandonnée par la municipalité début 2025. Martine Mignot-Carmé, vous avez été la première à être tirée au sort pour vous exprimer sur ce sujet. Comment est-ce que vous jugez l'action de la majorité en place sur ces thèmes, évidemment, et qu'est-ce que vous proposez ? Bon, c'est vrai que la redynamisation du bourg, c'est un projet qui est très difficile, il faut le reconnaître. Donc nous, ce que l'on voudrait faire, c'est essayer au maximum d'offrir des nouveaux services aux habitants du cœur de ville, notamment pour essayer que les gens achètent, se nourrissent, enfin vivent à Urugne et ne soient pas simplement en train de dormir à Urugne et vivent ailleurs pour le restant. Et là, malheureusement, nous avions un petit Vival qui a fermé, donc c'était le seul commerce de bouche qu'il y avait, à part évidemment nous avons encore notre boucher, mais le seul commerce de proximité qu'il y avait sur le bourg. Et moi je trouve que c'est dommage, c'est que la maison entière donc, où il y avait ce Vival donc, est en vente. Et c'est vrai que si ça avait pu être pris par la municipalité, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose pour essayer de faire vivre ce commerce. Et au niveau de la redynamisation du bourg aussi, moi je voudrais essayer d'axer cette redynamisation sur le cinéma. Le cinéma aujourd'hui d'Urugne qui est en souffrance et c'est un lieu qui pourrait peut-être permettre de développer le bourg en faisant une deuxième salle, peut-être une médiathèque. Enfin, nous on est en pourparlers avec l'association qui gère ce cinéma. Et donc c'est une association paroissiale qui est propriétaire. Donc on a vraiment avancé sur ce schéma et je pense que ce cinéma peut être important pour redynamiser le bourg. Monsieur Aramendi, c'est à vous. Ces deux thèmes, logement et redynamisation du bourg, étaient érigés en priorité lors de votre prise de fonction en 2020. Qu'est-ce que vous avez pu lancer en 6 ans ? Je précise également l'impératif pour Urugne aussi de faire du logement social, puisque la loi SRU en impose 25% et qu'aujourd'hui la commune est à environ 12%. Bai, lehenik nire lehen hitzak izango dira euskaraz, labur-laburra eta itzulpena eginen dut bistan da hain fite. Niretzat garrantzitsua baita ere, gureko eztaibadagoetan ere euskarak ere lekupitatukan dezan.
Eta espero dut, agian hemendik goiti gero eta gehiago euskara hau baliatzen alko dugula ere eztabaida hautan, eta zertako ez, heldu den 6 urten buruan behar bada hemen bi hizkuntzetan eztabaida hau atxikitzen alko dugula. Voilà, je disais simplement que je voulais formuler mes premiers mots en euskara, qui est notre langue maternelle, la langue de ce territoire. Simplement, bien évidemment, j'accepte totalement la règle comme quoi ce débat va se tenir en français, c'est très normal, mais que j'espérais, j'aimais le vœu effectivement aujourd'hui que peut-être dans 6 ans, ce débat puisse se tenir aussi en bilingue, parce que je trouve que c'est naturel et assez normal sur ce territoire. Alors le logement, c'est un vaste sujet et je sais qu'on ne pourra pas tout dire aujourd'hui. Logement et redynamisation du centre-bourg, vous avez raison, ces 2 sujets sont extrêmement liés. Alors le logement, j'en parlerai aussi je pense vers la fin après, quand on parlera du projet phare, mais ce que nous avons fait, déjà, c'est d'adapter notre plan local d'urbanisme pour le mettre en cohérence, je dirais, avec une loi quand même qui s'applique sur ce territoire, qui est la loi littorale, qui contraint aujourd'hui l'urbanisation sur notre commune. Et donc, en application, bien évidemment, de cette loi, nous travaillons et nous avons travaillé sur des projets immobiliers, dont 2, effectivement, qui se situent au centre-bourg, on va dire, et le 3e très proche du centre-bourg, parce que ces projets immobiliers vont, à mon sens, bien évidemment, contribuer à cette redynamisation du centre-bourg, qui est un sujet, Martine a raison, un sujet très, très complexe. Et je pense que si on est tous honnêtes ici, on va tous le reconnaître autour de la table. Il y a beaucoup de solutions qui se tentent, mais qui ne fonctionnent pas. Alors, redynamisation du centre-bourg, on a parlé du Vival, cet espace d'alimentation. Je rappelle quand même, dans un premier temps, qu'on est sur un sujet totalement privé. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que des discussions sont en cours entre privés, mais sous l'égide quand même et sous l'œil, on va dire, de la majorité municipale que je dirige, et que, et ça je peux m'y engager, dans cet espace, c'est bien un espace d'alimentation qui s'installera dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, tout en précisant quand même que, dans un premier temps, c'est la porteuse de projet, parce que du café-librairie, qui est aussi un des projets que nous sommes en train de développer, qui s'installera après dans l'ancienne boulangerie Sugasti, qui a été achetée par le PFL, donc à notre demande, mais elle commencera à s'installer là, pour ensuite retrouver, on va dire, son lieu sur lequel il est dédié. Donc, logement et redynamisation du centre-bourg, on est en plein dedans. Mileshka. Sébastien Etchebarn, c'est à votre tour. Je suis désolé, je vous couperai un peu parce qu'il faut respecter les temps de parole des uns et des autres. Vous, sur ces sujets, logement et redynamisation du centre-bourg, qu'est-ce que vous proposez ? Oui, alors, effectivement, c'est un sujet qui n'est pas simple, ça on est tous d'accord. Par contre, il a été pas forcément pris par le bon bout, par la majorité actuelle. Dans le sens où c'était vraiment le totem, un projet phare de la majorité de M. Aramendi en 2020, Runia Berpistou, donc ça voulait vraiment bien dire ce que ça voulait dire. Or, beaucoup de commerces sont partis. On a aujourd'hui un centre-bourg qui vivote, où on a des difficultés des commerces en place. On a une volonté de piétonisation du maire actuel sur les années futures aussi de ce secteur-là. Or, si on ne retouche pas clairement au lien entre le bas du bourg et le haut du bourg, on n'arrivera jamais à développer le haut du bourg. Pour preuve, le marché de plein vent qui a été mis en place, sur lequel il devait être au départ transfrontalier, qui n'a pas fonctionné, qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on a 2-3 stands seulement sur ce marché-là. Dès qu'il pleut, effectivement, on les retrouve même à Pochta. Donc très peu de visibilité. Les gens qui passent en fait à Urugne ne savent même pas qu'il y a un marché à Urugne. C'est en tout cas tout ce que le monde nous dit. Donc très compliqué, effectivement, en l'état actuel des choses, je dirais, et de la circulation, et des stationnements, et de l'accessibilité, d'avoir une dynamique assez importante. Donc le vrai travail, ça va être de travailler sur l'accessibilité au bourg. Et sur le volet logement, je me permets de vous presser parce qu'il vous reste un peu de temps. Alors je fais très vite. Et donc là, une fois qu'on a travaillé sur l'accessibilité au bourg, donc entre le bas et le haut du bourg, travailler sur cette percée qui est faite par la Nationale 10, qui divise les 2 secteurs, effectivement, c'est de travailler sur la centralité, sur les logements et sur de la densité le long de cet axe en bas du bourg et non pas sur les hauteurs du bourg comme c'est fait aujourd'hui par le maire. Mileshka. L'autre sujet sur lequel nous souhaitions aussi vous faire réagir concerne l'agriculture et l'alimentation. Là aussi, ça va de pair.
Avec une cinquantaine d'exploitations, Urugne est en effet l'une des communes les plus agricoles du territoire. Philippe Aramendi, à votre arrivée aux affaires, vous souhaitiez voir plus de maraîchers et de producteurs de fruits s'installer à Urugne pour notamment toucher du doigt ce qu'on appelle une véritable souveraineté alimentaire. Depuis, la ferme municipale a ouvert ses portes. Est-ce que vous vous dites mission accomplie? Alors, mission débutée et à poursuivre et à pérenniser dans le cadre de ce second mandat. Vous avez raison. Agriculture, alimentation, là aussi, un lien très étroit. Moi, j'aime rappeler quand même que le premier médicament que l'on consomme, c'est l'alimentation. D'où, effectivement, notre projet en 2020 de créer d'abord cette cuisine municipale, qui aujourd'hui donc fournit nos écoles publiques, et une ferme maraîchère qui y est accolée pour que elle puisse approvisionner donc cette cuisine en produits frais bio. L'alimentation est un enjeu majeur de la société actuelle et des années à venir. Combien de scandales alimentaires n'avons-nous pas? Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, mission à pérenniser, puisqu'il est prévu aujourd'hui de fournir aussi cette alimentation saine, qui est un droit fondamental, encore une fois, à nos anciens, mais également à toute personne qui serait intéressée, notamment au niveau des entreprises. Je sais que certaines d'entreprises se sont rapprochées de nous. Nous avons la chance à Urugne, et encore une fois, grâce quelque part à la loi littorale et grâce aux modifications que nous avons apportées à notre PLU, et grâce aux discussions qui ont lieu dans le SCOT et au futur PLUI, d'avoir encore à Urugne des terres agricoles et naturelles qu'il nous faut absolument préserver et sanctuariser. Sébastien Etchebarn, vous, sur ces questions de l'agriculture et de l'alimentation, est-ce que l'action entreprise par la majorité en place, vous y adhérez? Et par ailleurs, plusieurs dizaines de communes du Pays Basque Nord ont choisi d'afficher leur opposition au Mercosur. Urugne en fait partie. Vous, sur ce point-là, d'abord, quelle était votre position lorsque ça a été discuté en conseil municipal? La position a été unanime de la part de toutes les listes. Je pense effectivement que c'est un sujet important. C'est un sujet, sur le mode, je dirais, d'agriculture qu'on a, nous, sur Urugne, colle tout à fait, effectivement, au fait de ne pas aller dans le sens du Mercosur. Voilà. Donc là, c'était clair et clair pour tout le monde autour de la table. Donc la position sur le projet de cuisine centrale, c'est un projet au départ qui est intéressant. Très souvent, ce que j'ai dit de toute façon à M. Aramendi, c'est que sur le fond, il y a souvent des sujets sur lesquels on était d'accord, mais c'est sur la forme qu'il y a des soucis. Sur le fond, c'était intéressant à partir du moment où, initialement, ça avait été travaillé avec Biriatou et Andaille. Là, il y avait une vraie logique de territoire, de bassin de vie qui était intéressante. Parce qu'on sait bien, le nerf de la guerre, c'est quand même le coût du repas au final. On a des prestataires privés et, qui faisaient du bon travail, Suari notamment, qui avait des labels, des partenariats avec des agriculteurs de l'intérieur du Pays Basque qui étaient intéressants, avec des labels certifiés, des circuits courts. Et ils ont voulu, effectivement, cette équipe a voulu absolument avoir son outil, parce que c'était dans son programme, donc a été un peu en marche forcée sur ce programme-là, qui était un projet sur lequel il fallait plus de temps pour le travailler. Voilà. Aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est que déjà 2,5 millions d'euros pour une cuisine centrale, à l'endroit où ça a été fait, il y a peut-être un meilleur endroit pour le faire, notamment la colonie des vacances qui a été rachetée entre-temps, il y avait la possibilité de le faire là, donc ça a été fait à un mauvais endroit. Les serres municipales, 300 000 euros, également parce que les maraîchers locaux n'ont pas eu le temps de travailler avec la mairie. Là aussi, c'est dommage. Les agriculteurs ont été associés en fait à la démarche 15 jours avant le démarrage de la cuisine centrale. Donc c'est pour dire que toute la démarche aussi de démocratie participative, elle est mise en avant, mais elle n'est pas pratiquée au niveau du Urugne. Et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, on va récupérer un outil sur lequel on sait très bien qu'avec moins de 400 repas jour, on va être très déficitaire et que c'est l'ensemble des Urugnards qui vont payer ce coût-là. Martine Mignot-Carmé, vous, sur ces sujets, dans vos documents de campagne, vous dites notamment que la ruralité est un art de vivre, qu'il convient de transmettre, de perpétuer. Comment on fait? Alors effectivement, nous aussi, par exemple, nous avons deux agriculteurs sur la liste du cœur et des actes. Donc je suis d'accord avec ce que vient de dire Sébastien Etchebarn, c'est que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu
les agriculteurs n'aient pas été sollicités suffisamment pour pouvoir faire partie de cette cuisine centrale et de faire cette ferme maraîchère. Et aussi, je pourrais dire, c'est que pourquoi avoir fait cette cuisine centrale alors qu'il y avait déjà une cuisine qui faisait quand même beaucoup de repas. Bien sûr, elle fait partie de l'école privée, mais cette cuisine était existante, elle faisait déjà des repas pour les écoles privées. Et pourquoi ne pas l'avoir agrandie pour pouvoir la faire à toutes les écoles? Parce que là, aujourd'hui, en plus, cette cuisine centrale ne sert que les écoles publiques. Et bon, les enfants du Rugne sont les enfants du Rugne, qu'ils soient dans le privé ou dans le public, ce sont toujours les enfants du Rugne. Et ça me dérange aussi beaucoup. Parce que bon, on aurait pu aussi peut-être agrandir cette cuisine pour tous les enfants. Et effectivement, comme dit aussi Sébastien, je suis d'accord là-dessus, c'est dommage que Ciboure, Hendaye, enfin toutes les communes avoisinantes ne soient pas venues vers Urugne pour pouvoir avoir le repas, alors qu'automatiquement, avec 350 repas, ça va être difficile de pouvoir simplement stabiliser les finances de cette cuisine centrale. C'est bien noté, merci. Et le dernier thème que nous allons aborder dans cette première partie concerne la route de la Corniche et de facto les mobilités. La route de la Corniche, ça ne date pas d'hier, hein. C'est cette route qui relie Ciboure à Hendaye en passant par Urugne. Elle est menacée par l'érosion de la falaise. C'est une question de temps. Pour éviter que la route ne s'écroule définitivement, un projet semble se dégager. Il s'agirait de la décaler en venant grignoter à l'intérieur des terres sur des parcelles qui appartiennent à la commune, mais aussi à des propriétaires privés. Je mets une petite précision pour qu'on ait aussi du contexte. Près de 90% des habitants du Rugne utilisent leur voiture pour aller au travail. Voilà, c'est histoire de remettre aussi dans le contexte et de voir l'importance que revêt cette route. Sébastien Etchebarn, c'est vous qui vous exprimez là-dessus en premier. Comment est-ce que vous jugez le scénario qui est envisagé pour la route de la Corniche et quel devenir, de manière générale, vous lui voyez à cette route ? Bon. M. Armendi le sait bien, ça ne sera pas une surprise pour lui. Et la position que l'on tient, et on la tient depuis 6 ans, depuis qu'on est au conseil municipal, nous, on a toujours été favorable au maintien de cette route. Or, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient, effectivement, du contexte et des dérèglements climatiques, il est clair. Mais en tout cas, ce que nous, on regrette, c'est la position du maire du Rugne, depuis 2020, qui a profité, effectivement, du premier éboulement, pour dire qu'il faut absolument l'arrêter, la fermer, il faut aller sur l'autoroute, une autoroute gratuite, voilà. Donc, ce positionnement du maire du Rugne a fait qu'on a perdu 6 ans. 6 ans, clairement, sur le scénario dont tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui qu'il est le bon, à court terme. Alors, pas à moyen et long terme, ça c'est une autre question. Mais à court terme, c'est sur 3-4 endroits, effectivement, avoir un retrait de la route. Aujourd'hui, avec le Conservatoire national du littoral, les discussions vont enfin dans le bon sens. Mais c'est vrai que tant qu'on avait des élus qui étaient dans le sens de dire non, on veut la fermeture de la route, ça fait tout freiner au niveau de cette stratégie-là. Donc nous, on est pour, effectivement, le fait de maintenir cette route. Vous l'avez dit vous-même, on a gagné 15 000 habitants, je pense, en 25 ans. Pas une seule route supplémentaire. Or, plus de 90% des déplacements se font en route parce qu'on a un urbanisme qui fait qu'on est plutôt sur du pavillonnaire, sur de l'urbanisme d'extension. Donc aujourd'hui, enlever cette route pour l'ensemble du territoire et non pas que pour les Ourougnards. C'est-à-dire que là, on pense vraiment sur le bassin d'habitat, comme je disais tout à l'heure. C'est pour les Lusiens, pour les Guettariards, pour les Andayais, qui travaillent notamment sur les centres hospitaliers qu'il y a au niveau de la plage. Enlever cette route, et puis je dirais même pour nous tous. Il suffit qu'on reprenne le week-end et on a l'impression d'être en vacances. Et c'est un bienfait pour nous qui est extraordinaire. Donc fermer cette route est une erreur. Par contre, à moyen terme, effectivement, il faudra qu'on trouve une solution. Est-ce qu'elle est de déplacer la route sur la Corniche? Ça va être compliqué, on le sait bien. Est-ce que ça va être de créer une autre route, un autre pont sur la Nivelle? Je pense qu'il faut avoir une réflexion non pas que sur la route de la Corniche, mais sur l'ensemble des déplacements et des mobilités sur notre secteur. Martine Mignot-Carmé, vous aussi, vous déclarez opposé à la fermeture de cette route? Bien sûr, je pense qu'on peut faire les endroits où vraiment il y a des gros problèmes d'éboulement et tout, là c'est sûr qu'il faut dévier ces moments-là. Mais c'est qu'une fois que la route de la Corniche elle est fermée, il faut voir la circulation qu'il y a sur la départementale 810. Enfin moi qui habite toute près de la départementale 810, quand la route de la Corniche est fermée, je peux à peine sortir de chez moi.
à partir de la Croix des Bouquets, même au-delà en venant de BOB jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, voilà, les voitures sont l'une contre l'autre. On peut pas du tout se déplacer. Donc, comment faire si cette route de la Corniche est fermée, quoi comment on va faire? On va être complètement bloqué. Et je ne pense pas que le fait de rendre gratuit l'autoroute va permettre de changer quelque chose. Parce que les gens qui passent par là, ils ne passeront pas forcément par l'autoroute. Mais très vite, pardon, comment on fait si la route s'écroule à un moment donné, dans 25 ans Alors, bien sûr, oui, quand la route... Je ne dis pas que plus tard, peut-être qu'il faudra voir différemment, mais aujourd'hui, on peut déjà trouver un moyen pour garder cette route et franchement faire en sorte que les endroits qui sont dangereux, qu'il y ait des chicanes, enfin quelque chose qui soit fait. Mais là, c'est vrai entre la loi, avec le CPIE et les privés qui sont d'accord pour donner des terrains gratuitement pour pouvoir justement faire en sorte que cette route soit déviée, au moins, comme disait Sébastien, sur le court terme, on peut déjà commencer par ça. Et après, sur le long terme, voir exactement comment on pourra faire pour qu'on puisse circuler sans prendre que la 810. Philippe Aramendi, c'est à vous. Vous avez 1 minute pour ce sujet. Vous, quel avenir vous voyez pour cette route? D'abord, on va prendre un peu de hauteur et rectifier, je pense, un certain nombre de choses que je viens d'entendre. Je peux comprendre que par facilité, on rentre sur un discours un peu démagogique, on surfe un peu sur quelques mécontentements. Alors déjà, première chose à rappeler à tous les Urugnards, c'est que le devenir de la route de la Corniche, aujourd'hui, il n'est pas géré par le maire d'Urugne. Le devenir de la route de la Corniche, il est géré dans le cadre d'un COPIL, qui est institué au sein de l'agglomération, certes à ma demande en 2020, après un éboulement que nous avions connu à ce moment-là. COPIL qui rassemble les représentants de l'État, préfet, sous-préfet, les 3 maires des communes concernées, Andaille, Cibourg, Urugne, le président du département, le président de l'agglo et M. Alzuri qui préside ce COPIL. Alors, les décisions qui ont été prises dans le cas de ce COPIL, en s'appuyant sur un certain nombre de rapports d'expertise quand même qui sont faits par des techniciens, sont des décisions qui sont prises par le COPIL. Alors on est en train d'essayer de mélanger aujourd'hui les reculs ponctuels et la fermeture de la route. Je veux ici préciser à tous les Urugnards qui nous regardent et qui nous écoutent que les reculs ponctuels vont se faire pour les 10 prochaines années. Ça a été acté comme une solution effectivement provisoire, parce que effectivement une décision aujourd'hui de fermeture de route est actée aussi à l'aune et à l'horizon de 2035. Mais pendant ce temps-là, il y a tout un plan d'action à mettre en place, et c'est ce que l'agglomération a commencé à faire en collaboration avec toutes les communes. Donc les reculs ponctuels vont se faire. Ils ont été validés et acceptés aussi par le maire d'Urugne, à qui on veut aujourd'hui rendre beaucoup de responsabilités sur ce sujet-là. Bon, après, effectivement, on peut vendre un peu de rêve en disant cette route, comme l'a dit M. Etchebarn, effectivement, quand on y est, voilà, on se croirait en vacances. Mais on a une réalité qui sont les enjeux climatiques qui sont là. La mer avance de plus en plus. Je pense que l'actualité récente aussi nous montre, avec les différentes tempêtes que nous subissons, que les choses vont malheureusement s'accélérer, vont aller beaucoup plus vite. Donc, moi, je suis aussi attaché à cette route, mais il faut qu'on soit, quand on est en responsabilité, il faut être aussi, je crois, très sérieux. Et il faut des fois prendre des décisions qui sont difficiles à prendre. Alors, moi, par contre, j'ai toujours œuvré, et ça, les gens de l'association de défense des habitants de la Corniche basque, qui sont bien connus par mes 2 opposants ici, le savent, je les ai reçus à chaque fois. Eux, c'est vrai qu'ils ont des conclusions différentes sur les expertises techniques. J'ai toujours demandé, parce que je suis très respectueux du principe du contradictoire en tant qu'ancien avocat, j'ai toujours demandé au COPIL que ces personnes-là soient reçues, soient entendues effectivement, pour qu'ils exposent leurs arguments. Moi, si des experts demain, effectivement, me démontrent que les premiers se sont trompés, on va se remettre autour de la table. Mais aujourd'hui, en l'état des choses, je crois que les décisions qui, encore une fois, ont été actées par le COPIL et pas par le maire d'Urugne, sont là. Maintenant, la discussion n'est pas fermée et j'espère qu'elle sera poursuivie dans les prochaines années, quelle que soit l'équipe municipale en place. Mais quelle que soit l'équipe municipale en place, vous devrez vous intégrer dans le COPIL, et ce n'est pas vous, en tant que maire d'Urugne, qui allez prendre les décisions seul. Donc il faut rester sérieux, prendre de la hauteur et surtout dire les choses correctement vis-à-vis des Urugnards.
Monsieur Etchebarn, je vous voyais réagir. Vous n'étiez pas forcément d'accord avec ce que disait Monsieur le maire? Non, parce qu'effectivement, le comité de pilotage, ça ne l'étonne pas que je ne sois pas d'accord, mais il le sait sur ce sujet-là comme sur d'autres. Effectivement, bien sûr que le maire du Rhône n'est pas seul à décider. On est bien conscient, c'est un comité de pilotage. Mais sa voix compte, évidemment. Sa voix est prise en compte. Et lorsqu'on a, si vous voulez, l'État, s'il peut ouvrir 15 000 parapluies, il va les ouvrir. Et si on a un maire qui dit « oui, moi je veux la fermeture de la route », ça a été la position de monsieur le maire ici présent au démarrage. Effectivement, l'État ouvre 36 000 parapluies et dit surtout, et se cache derrière des études qui dit « c'est comme à Bidart, la corniche recule de 20 cm par an », soit qu'il est avéré dans les études effectivement techniques qui ont été faites complémentaires que ce n'était pas forcément le cas. Donc il conviendra effectivement, si on vient aux affaires, de réétudier ces études-là, ces études complémentaires, et de remettre tout le monde autour de la table. Parce qu'on n'est pas persuadé effectivement que la roche sur Rugne, au niveau de la falaise, soit aussi friable qu'à Bidart. Madame Mignot-Carmé, pareil, pour continuer un peu sur ce sujet, parce que je vous voyais réagir. Oui, non, mais bien sûr, parce que bon, comme le dit Sébastien, c'est vrai que M. Aramendi était était pour la fermeture dès le départ. Donc c'est vrai que c'est dommage qu'après, voilà. Après que le COPIL déjà ait pris acte comme quoi on peut déjà commencer à faire des chicanes et tout ça, revoir la route dans un premier temps, déjà c'est un premier pas, ça c'est bien. Mais comme vous le dites, effectivement, sur l'association pour la défense pour la corniche, toutes les études qui ont été faites par d'autres techniciens ne sont pas en accord avec ces premiers résultats. Donc, il faut vraiment étudier, savoir qu'est-ce qui sera le mieux pour cette corniche. Merci à tous les trois. La première partie de ce débat est maintenant terminée. Je vous propose d'accueillir désormais le rédacteur en chef de Média Basque, Tidjane Perron. Donc, Philippe Aramendi, vos opposants vous ont reproché au cours de ce mandat d'avoir beaucoup consulté la population, ou alors parfois d'avoir consulté sans que ça soit suivi d'effet, et accusent du retard sur la réalisation de certains de vos projets. Alors, on va d'abord donner la parole aux deux autres listes, et puis vous pourrez répondre justement sur la gouvernance. Martine Mignot-Carmé, quel est votre avis sur ce sujet de la gouvernance au sein de la municipalité ? Alors, moi, je trouve qu'une gouvernance, c'est comme j'ai dit, de cœur et des actes, il faut que ce soit vraiment proche de l'habitant. Si on commence à gouverner et de faire les choses dans son coin sans vraiment associer les habitants, c'est pas une bonne chose. Il y a eu des comités de quartier qui n'ont pas été suivis des faits. Des gens qui n'ont pas été écoutés. Par exemple, tout simplement, si on repart sur Sokoa, la route qui a été mise en sens unique sans que personne n'ait été vraiment informé. Et en plus, cette route qui ne sert pas à grand-chose, puisque même les gens qui font du vélo ne vont pas sur cette piste cyclable. Voilà. C'est un petit détail, mais ça montre que ça n'a pas été assez ouvert en concertation avec les habitants. Sébastien Etchebarn, est-ce que vous partagez ces critiques ? Est-ce qu'on peut trop consulter la population ? Non, c'est la principale difficulté en fait de la démarche participative. C'était là aussi un totem assez important de la majorité actuelle, de dire on va vraiment faire redynamiser et faire de la gouvernance, une nouvelle gouvernance en fait en mairie. En fait, on s'est aperçu que la démocratie participative, elle n'a pas du tout été appliquée. C'est-à-dire, moi, juste pour un exemple, la commission municipale, il y en a eu 2 sur la démocratie participative, celle de mise en place. Et ensuite, on a eu une réunion, en tout et pour tout, sur 6 années. Parce qu'il nous a été demandé de travailler pour eux. Sauf que ce n'était pas notre travail à nous, c'était plutôt le travail de la mairie. Donc, à partir de là, plus aucun échange, plus aucune réunion. Et on s'est aperçu au fil des projets, effectivement, que les projets les plus structurants pour les quartiers n'avaient pas été discutés, en fait, en quartier. Donc, il n'y avait pas eu de démocratie participative, notamment 2 projets. J'y vais assez vite, sur le stationnement de 630 places du jour au lendemain sur Sokoa. La réunion a été faite après coup, effectivement, mais trop tard. Sur le pump track, ça a été la même chose. Et ensuite, effectivement, en plus les 3, c'est Sokoa, donc je ne sais pas si monsieur le maire a quelque chose contre Sokoa, mais en tout cas, il y a eu également le projet de mise à sens unique, sur lequel nous, on s'est posé la question. Le maire nous disant que ça avait été fait, la population nous disant que non. Nous, on a fait une enquête, en 15 jours, on a eu 350 réponses. 95% du quartier, des habitants, n'avaient pas été informés. Alors Philippe Aramendi, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Et puis dans le mandat qui s'annonce, si vous êtes réélu, comment est-ce que vous comptez mettre en place cette participation ?
Oui, alors là aussi j'entends beaucoup de démagogie. Bon, je l'ai toujours dit, je le répète, la démocratie participative, ça ne se décrète pas. Donc la commande de dos. Bon. Donc nous, effectivement, depuis que nous sommes arrivés en 2020, quand j'entends que les comités de quartier n'ont plus joué ou n'ont plus pu jouer leur rôle, je vais quand même signaler que les comités de quartier se gèrent en autonomie totale. Après que ça fonctionne dans certains endroits, que ça ne fonctionne pas dans d'autres, ce n'est pas du ressort de la municipalité forcément. Par contre, ce que nous avons mis en place, ce sont ce qu'on appelle les conseils de quartier, qui ne sont pas des comités de quartier, dans le cadre de ce que nous avons appelé la séquence démocratique. C'est-à-dire que ces conseils ont été composés de gens volontaires et de gens tirés au sort, pour que dans chaque quartier, ces personnes-là participent au choix des investissements qui concernent les quartiers. Si les Urrugnards nous font confiance, nous irons plus loin. Car aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est que la population, les Urrugnards, participent aussi à l'élaboration de nos politiques publiques. C'est pour ça que nous parlons des conseils participatifs de la culture ou des conseils participatifs de la souveraineté alimentaire, pour qu'ils se joignent à nous. Alors, après, ramener bien sûr sur des points comme le sens unique, bon, enfin, on ne met pas en place des politiques de mobilité en se focalisant sur un sujet de sens unique. Les politiques publiques, ça s'élabore et ça s'est réfléchi avec un peu plus de sérieux et Alors, sens unique, il y a des gens qui sont mécontents, il y a des gens qui sont contents. Bon. Alors, on peut, et c'est normal, quand on est dans l'opposition, on surfe toujours sur ce genre de détails, entre guillemets, ou de sujets. Bon, encore une fois, notre vœu, il est celui-là, il est celui que nous avions exprimé en 2020. Je peux entendre les critiques, je peux entendre que ça n'a pas été parfait. Je n'ai jamais dit qu'on était les rois de la démocratie participative. Alors, quand il y a des outils et quand il y a des possibilités, profitez-en. Vous en avez eu des possibilités, vous n'en avez pas profité non plus. Vous l'avez d'ailleurs dit vous-même, M. Tcheban. On vous a demandé de travailler pour vous. Non, on vous avait demandé de venir travailler avec nous pour que vos idées aussi puissent être éventuellement prises en compte. Alors, on va faire une autre question pour vous deux. Donc, Martine Mignot-Carmé, vous êtes la nouvelle tête dans cette élection. On l'a dit, vous êtes soutenu par des figures des Républicains. Est-ce qu'il faut comprendre que votre liste est la liste de droite dans cette élection? Non, pas du tout. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout de droite déjà. Donc, dans ma liste, il y a des personnes de droite, mais il y a des personnes de gauche et des personnes de centre. Donc, moi, la politique au niveau de la commune, moi, je trouve que voilà, c'est très restrictif. La liste, elle est faite par des gens compétents, quel que soit leur bord politique, pour que Urrugne avance, que ce soit ouvert vers l'avenir et que ça satisfasse tous les Urrugnards. Ces soutiens, comment ça s'est passé? C'est eux qui sont venus vers vous? C'est vous qui êtes allé les chercher? Alors non, moi j'étais tranquillement chez moi, j'ai rien demandé à personne, on est venu me chercher. Donc voilà, je suis retraitée depuis 2022, pardon. Oui, 2022. Et c'est surtout des personnes proches de moi et avec qui je travaillais, des anciens collègues de la mairie qui m'ont dit « Martine, on serait content si tu prenais la tête de liste ». Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé, uniquement avec des anciens collègues de travail. Sébastien Etchebarn, quels sont vos soutiens et avez-vous réfléchi au second tour? On vous entend tous les deux partager certaines idées, donc voilà, comment on peut se projeter dans le second tour? On va déjà se projeter sur le premier tour, clairement. On n'est pas, et on l'a dit déjà, on n'est pas du tout dans une stratégie d'alliance, comme on ne l'était pas en 2020. Ça nous avait été demandé, notamment avec Philippe Aramendi. C'est ce qui nous était reproché, notamment par les Républicains. En aucun cas, lorsqu'on fait une proposition de liste, on a une stratégie politicienne. Voilà. La stratégie qu'on a, c'est de proposer une autre voie aux Urrugnards, qui est une autre voie qui n'est pas du tout, qui est transpartisane complètement. Certes, Martine dit, Mignot-Carmé, qu'elle est du stand de gauche de tout, sauf qu'il y a effectivement premier adjoint, ça sera un républicain, et certainement numéro 4, ça sera un républicain aussi. Du côté de M. Aramendi, c'est quand même Atchebaï, connoté Atchebaï. Nous, on propose une liste qui est totalement déconnectée du système politique. Voilà. Donc, mais transpartisan au sens noble du terme. Toutes les équipes seront sans étiquette. Mais la nôtre est vraiment transpartisane, donc pas d'alliance. On veut vraiment que les gens votent pour 3 idées différentes, 3 listes différentes. Voilà. Il y a une vraie proposition qui est faite à Urrugne, et je trouve qu'elle est bien, cette proposition, et il n'y aura pas de stratégie d'alliance au second tour.
Alors, on va passer à l'Euskara, on va faire un tour de table. La survie de la langue basque, c'est un sujet préoccupant, son financement aussi. Même si la politique linguistique n'est pas uniquement entre les mains des communes, les villes comme Urrugne peuvent quand même faire beaucoup pour préserver cette langue. Sébastien Etchebarn, l'ordre tiré au sort veut qu'on commence avec vous. Donc, quelles sont vos propositions pour continuer à préserver la langue basque à Urrugne ? Il faut déjà dire que la langue basque est le patrimoine immatériel de notre territoire, au-delà même d'Urrugne. Hein. On est sur un pays qui s'appelle le Pays basque. Et c'est ce qui fait notre identité, ici localement. Donc il est clair qu'aujourd'hui, la politique sera vraiment axée, et notamment sur la petite enfance, sur la transmission, sur l'apprentissage de la langue basque, sur comment faciliter effectivement cet apprentissage. Donc il nous semble important de sacraliser ou d'appuyer, de soutenir l'enseignement de la langue basque dans la petite enfance. Mais effectivement, pas que, parce qu'on a beaucoup de populations qui viennent de l'extérieur, qui pour s'intégrer, vont se servir effectivement des enfants, mais eux aussi peuvent apprendre le shkara. Donc il y aura un soutien important en faveur de l'apprentissage effectivement de la langue basque, mais non pas du point de vue politique, parce que effectivement, M. Aramendi, lui, va politiser à l'extrême ce soutien-là, mais vraiment du point de vue identitaire et culturel. Voilà, c'est ça qui nous importe au niveau de la culture, de la transmission de notre langue, qui est, comme je disais, un patrimoine immatériel. Martine Mignot-Carmé, même question. Quelle politique linguistique comptez-vous mener, en sachant que vous avez un peu de retard par rapport à aux autres candidats, vous avez 1 minute de retard. D'accord. Non mais nous c'est pareil, hein, nous sommes vraiment pour conserver cette langue basque, pour que les écoles, que la petite enfance, même au niveau à tous les niveaux, que la langue basque soit vraiment promue, étudiée, enfin voilà. Je pense qu'on est dans un territoire où cette langue est importante. Il n'y a pas que la langue d'ailleurs, il y a carrément l'âme basque. On peut très bien aussi ne pas avoir appris le basque ou l'avoir appris à la maison, c'est mon cas, avec toutes les erreurs que l'on peut faire, puisque c'est qu'une langue qu'on a appris phonétiquement à l'époque. C'est vrai que maintenant, le basque est enseigné dans les Ikastola, dans les Ikashbi, et je trouve que c'est très très bien. Il faut garder ce patrimoine, cette langue basque, on y est tous très attachés, et voilà, moi je suis aussi pour que cette langue basque perdure et qu'il y ait une politique pour la langue qui soit maintenue. D'ailleurs, pardon, je peux continuer. D'ailleurs, je trouve que de ce côté-là, parce que tout n'est pas, je trouve que le maire actuel a fait beaucoup de choses pour préserver cette langue, et je trouve qu'il faut quand même poursuivre ce qui a été fait de ce côté-là. Voilà. Alors, quelles sont vos propositions si vous êtes élu à la mairie? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour réaliser justement cette politique linguistique? Bon, déjà, continuer à ce que les agents municipaux continuent à parler basque. Il y a eu beaucoup de cours qui ont été mis en place, et ça, je trouve que c'est très bien. C'est vrai qu'au niveau de la petite enfance, peut-être on peut parler du centre de loisirs aussi. Le centre de loisirs, il n'y a pas de centre de loisirs bascophone public. Il y en a un au niveau de l'école privée d'Immaculée Conception, Tipitapa. Donc là, c'est bascophone, hein, c'est carrément en basque. Et donc, je pense qu'on pourrait faire la même chose, faire qu'au niveau du centre de loisirs, au niveau des crèches, on puisse aussi mettre en place cette politique de la langue basque. Alors, Philippe Aramendi, qu'est-ce qui a été fait pendant ce mandat pour l'Euskara, et puis qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce que vous comptez mettre en place? Alors, pour équilibrer le temps de parole, je serai très bref. Pourquoi? Parce que, vous savez, tout le monde dit on est très attaché à la langue, il faut la sauver, etc. À part qu'aujourd'hui, le constat démontre que quand on n'a pas une véritable volonté politique, même au sein de la commune, eh bien, on n'y arrive pas ou on a du mal à y arriver. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? Plan de l'Euskara voté en conseil municipal. Hein. Embauche d'une technicienne en langue euskara, et donc aujourd'hui un véritable plan de l'euskara qui est mis en œuvre et qu'il va falloir poursuivre. Aujourd'hui, c'est pas avec des mesurettes telles que ce que je viens d'entendre qu'on va sauver la langue. Alors dans 6 ans, si on continue comme ça, on sera toujours à dire ici, oui, la langue basque est importante, l'euskara est important, il faut la sauver. Mais si on n'a pas véritablement la volonté politique de le faire, ça va être compliqué, et c'est malheureusement le constat que j'ai pu faire durant les 30 dernières années où ça n'était pas Philippe Aramendi qui était aux manettes.
Alors, dernier tour de table, cette fois-ci sur le devenir institutionnel du Pays Basque Nord. Il y a quelques mois, la plateforme Batera a repris la revendication de la transformation de cette communauté d'agglomération en collectivité territoriale à statut particulier. Philippe Aramendi, vous êtes conseiller délégué thématique à l'Agglo actuellement. Quel bilan vous faites de la CAPB et que pensez-vous du débat vers son évolution ? Alors, la communauté d'agglomération Pays Basque était, et je pense que tout le monde sera d'accord autour de la table, en tout cas je l'espère, nécessaire comme une première marche, puisque je pense que ce territoire, le territoire du Pays Basque, avait besoin d'une première institution, pour justement mettre en place des politiques publiques, des politiques de territoire sur l'ensemble du territoire. Bon. Ce premier pas, quel est le bilan que l'on peut en faire? Donc beaucoup d'avantages, parce qu'il y a des politiques publiques, encore une fois, très importantes en matière d'eau, en matière d'urbanisme, etc., qui sont mises en place, et donc où on raisonne effectivement au-delà de nos chapelles communales. Et ça, c'est important, parce que quand on est élu, on est maire dans une communauté agglomération Pays Basque, et ce n'est pas toujours évident pour les maires, il faut réfléchir globalement, et pas que sur sa chapelle communale. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit. Aujourd'hui, dans son fonctionnement, je pense qu'il y a des choses à améliorer. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut réfléchir. Bon, Batera a relancé le débat autour de la collectivité territoriale à statut particulier, qui était un sujet déjà sur la table en 2020, qui n'a pas pu aboutir, vous le savez, en raison d'une opposition de l'État. Mais aujourd'hui, je pense que le sujet est à nouveau à remettre sur la table. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec un conseil communautaire, donc qui est quand même l'organe délibérant, composé de 232 conseillers communautaires. Bon. On peut malheureusement souvent constater, et c'est ce que le citoyen nous dit souvent, on est dans le cas d'une chambre d'enregistrement. C'est une réalité. Bon, donc je pense qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte de trouver un fonctionnement qui va déjà rapprocher les Urugnards et l'ensemble des citoyens de ce territoire de cette communauté agglomération Pays Basque. Parce qu'aujourd'hui, on constate aussi que pour le citoyen lambda, c'est quelque chose qui est loin. Or, il faut se rapprocher, il faut créer quelque chose. Alors, quel statut, je ne sais pas. Ça peut se débattre. Encore une fois, moi j'ai ma petite idée, mais on en débattra éventuellement plus prochainement, puisque je n'ai pas le temps de tout dire. Mais il faut, et c'est ça qui est important, il faut que nos citoyens, nos Urugnards, arrivent à percevoir aussi l'efficience des politiques publiques qui sont mises en place sur l'ensemble du territoire et sous l'égide de la communauté agglomération Pays Basque. Et pour ça, il faut créer un lien direct, je pense, entre le citoyen et les élus qui seront amenés à siéger sur cette institution. Alors, élection au suffrage universel, le débat est lancé. Sébastien Etchebarn, même question, voilà, le débat est lancé. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat sur l'avenir institutionnel de la communauté d'agglomération vers peut-être un modèle avec une élection au suffrage universel direct, par exemple ? C'est une question qui n'est pas qu'une question de nos territoires ici en Pays Basque, c'est une question qui se pose à l'échelle de la France et d'autres pays également. Mais la vraie problématique, je ne sais pas si ça résoudra la question de la proximité, réellement, avec les citoyens. Je pense que la question de la proximité, c'est le territoire. Alors, certes, il y avait une raison un peu politique de créer un statut, une structure à l'échelle historique du Pays Basque, qui était intéressante. Sauf que j'ai l'impression le préfet a donné un jouet sur lequel ou un os sur lequel on s'est rangé. On s'aperçoit effectivement quelques années après que ce n'est pas satisfaisant. Ce n'est pas satisfaisant par rapport au nombre d'élus qu'il y a, effectivement. Ça devient une chambre d'enregistrement, on en a parlé juste avant l'émission. Donc je pense que personne n'est satisfait du point de vue gouvernance, je dirais. Et aujourd'hui, on s'écarte vraiment de la proximité. Alors certes, il y avait trop de comités de communes précédemment. Et je pense qu'il faudrait je suis très ouvert sur la question du statut. Effectivement, Batera, et notamment mardi soir, fait une réunion à Urugne pour présenter effectivement leur réflexion. J'y serai parce que c'est toujours intéressant de réfléchir sur un peu les gouvernances. Mais je suis moi plutôt sur des territoires, c'est-à-dire qu'on peut garder une structure Pays Basque, mais je pense qu'il faudrait revenir sur des bassins d'habitat qui soient plus cohérents. On a des territoires historiques, qui sont la Bourg, la Basse-Navarre et la Soule. Pourquoi pas revenir sur ce territoire historique-là et revoir des pôles, je dirais, territoriaux qui est un peu plus, je dirais, de décisionnel.
Alors, Martine Mignot-Carmé, même question. Est-ce que vous siégerez à l'agglo si vous êtes élu? Et puis, est-ce que vous êtes favorable à une évolution de cet agglo vers un modèle avec plus de compétences et plus de budget? Oui, je serai à l'agglo si je suis élue. Mais c'est vrai que moi, je trouve aussi que d'aller vers cette nouvelle gouvernance permet aussi de prendre des décisions pour le Pays Basque, au Pays Basque, sans que ce soit ailleurs. Par contre, je pense qu'il faut peut-être bien étudier ce qui se passe en ce moment, parce qu'il va y avoir la nouvelle loi de décentralisation qui va être faite en 2027. Et donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, tous les conseils départementaux, régionaux sont en grande difficulté financière. Et peut-être qu'il va falloir attendre aussi ce que va nous donner cette décentralisation avant peut-être d'avancer plus en avant sur cette nouvelle gouvernance. Est-ce que vous êtes d'accord lorsqu'on dit que l'agglo s'apparente à une chambre d'enregistrement? Bien sûr, parce que pour l'instant, les décisions elles sont prises plus ailleurs. Et par contre, je suis d'accord aussi avec Philippe Aramendi, comme quoi les habitants doivent prendre conscience de ce qu'est l'agglo. Et il faut expliquer ce qui est de nature à être pris par une commune et ce qui est de nature à être pris par l'agglo. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, les habitants ne savent pas. Quand on leur dit « Ah non, je voudrais plus de bus », on leur dit « Oui, mais la mobilité, c'est pas la commune, c'est l'agglo ». Ça, les habitants, vous leur dites ça, ils sont pas au courant. Et c'est vrai que de ce côté-là, il faut vraiment informer les habitants à quoi sert l'agglo. Et quelles sont les compétences de l'agglo et quelles sont les compétences de la commune. Monsieur Etchebarn, juste sur ce côté chambre d'enregistrement, il y a la crainte de certains, c'est aussi peut-être que ça devienne un hémicycle trop politique. Là, ce que certains louent, c'est le côté consensus. C'est qu'on arrive à... Alors ça s'apparente peut-être à une chambre d'enregistrement, mais au moins à mettre tout le monde d'accord. Ce qui, par les temps actuels, est quand même assez louable. Oui, alors si vous voulez, je me vois mal, moi, en tant que maire du Rugne, aller critiquer le maire d'Ostabat par rapport à un PLU, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne va pas, nous, discuter des projets communaux des autres communes. Donc l'intérêt, par contre, c'est de discuter sur des projets de stratégie ou de projets structurants. Ça, oui, comme il y avait à l'époque au Conseil de développement du Pays Basque, sur les transports, sur l'agriculture, la place de l'agriculture, la place de l'Euskera. Là, dans cette structure-là, elle est intéressante. C'est en ça que je dis que énormément de délibérations qui ont été amenées, j'en ai suivi un certain nombre, fait que c'est une chambre d'enregistrement. Parce que vous allez juste voter, appuyer sur oui ou sur non. Voilà. Et on perd du temps, de l'énergie à effectivement avoir ce type de chambre d'enregistrement. Et après, ce qu'on peut regretter aussi, c'est pendant les 6 ans qui se sont écoulés, c'est la politisation quand même de la communauté d'agglomération avec la mise en place de groupes politiques. Voilà. Et on sent bien derrière qu'il y a une stratégie justement de ramener de la politique, et notamment avec Atchebaï derrière aussi, qui veut politiser cette communauté d'agglo. Donc c'est ça sur lequel je trouve qu'au contraire, il faudrait qu'on travaille tous ensemble et qu'il n'y ait pas de politique au sein de cette communauté. Mileshkar, Tidjane, merci à vous trois. Avant de terminer véritablement ce débat, comme je vous le disais, on aimerait bien un peu vous entendre sur votre projet phare. C'est le mot de la fin. S'il y avait vraiment un projet sur lequel vous voulez insister, que vous aimeriez vraiment mettre en avant. Sébastien Etchebarn, c'est vous qui commencerez. Ensuite, Martine Mignot-Carmé, où vous avez un peu de retard, je vous préviens, vous avez 1 minute de retard au niveau du temps de parole, sachez-le. Et Philippe Aramendi pour terminer. Sébastien Etchebarn, du coup, sur quoi vous comptez mettre l'accent, vous aimeriez mettre l'accent? C'est difficile d'avoir un seul projet, mais c'est l'exercice, donc ça va être compliqué. J'étais parti sur le fait de la composition de la liste, mais sur un projet physique, en tout cas structurant pour Rugne. On ne va pas bien sûr oublier l'ensemble des quartiers, mais c'est traiter de manière définitive l'attractivité du cœur de la commune du Rugne, qui est le centre-bourg. Voilà. Les différentes équipes, que ce soit Philippe Aramendi, mais même avant, s'ils sont effectivement cassés les dents, on a un vrai projet là de relier Prêchabourou, qui est le bas du bourg, avec le haut du bourg, donc la partie économique à la partie patrimoniale, culturelle et sportive, sur lesquels effectivement il faut qu'on efface cette Nationale 10, il faut qu'on en fasse un projet structurant avec une trémie, avec profiter de la ligne express littorale qui va arriver, donc sur le transport en commun en site propre, pour faire une plateforme vraiment multimodale, une zone apaisée et pouvoir effectivement circuler entre le haut et le bas du Rugne et en faire un véritable bourg, un bourg attractif. Martine Mignot-Carmé, c'est à vous. Alors nous, ce que nous avons décidé au niveau de notre projet phare, ça serait vraiment de créer donc avec le cinéma Etchachmendi une deuxième salle, une médiathèque, une ludothèque avec un parking pour que ça ramène de la jeunesse dans le bourg.
Parce qu'aujourd'hui, il faut être tout à fait cohérent. À Urugne, c'est plus une ville dortoir qu'une ville où l'on vit. Et ça, je pense que d'attirer tous les jeunes, ils vont soit sur Hendaye, soit sur Saint-Jean-de-Luz, notamment beaucoup plus même sur Saint-Jean-de-Luz, pour faire toutes les activités. Vous allez au cinéma à Saint-Jean-de-Luz, vous allez prendre un verre à Saint-Jean-de-Luz, parce que c'est plus attrayant, il y a plus de monde, c'est plus vivant. Parce que Urugne, le centre-bourg, il n'est pas vivant. Donc je pense que ce projet de ce cinéma, avec cette deuxième salle, cette médiathèque, ça peut être vraiment un plus pour la commune, pour garder nos jeunes et faire que ça devienne attractif. C'est ce que vous ferez en priorité si vous êtes aux affaires? C'est le premier dossier qui sera sur votre bureau? Il sera vraiment sur le haut de la pile, oui. Je pense qu'il faut vraiment que ce bourg essaie d'être redynamisé. Après, le plus gros problème qu'on a sur cette commune, c'est le logement. Donc évidemment, il y a cette redynamisation qui est très importante, mais le plus gros problème de la commune, c'est aussi ce manque de logement. Donc ça aussi, ça sera un très gros projet au niveau de la commune. Philippe Aramendi, enfin, c'est à vous. Oui, alors, je ne vais pas non plus, comme M. Tcheval l'a dit, parler d'un projet phare. Je pense que nous, l'enjeu que nous avons, et qui rejoint un petit peu plusieurs thématiques, c'est comment fait-on effectivement pour que les Urugnards vivent aujourd'hui non plus dans des passoires thermiques, vivent près des transports communs et vivent surtout aussi proches de professionnels de santé. Parce que je crois qu'on sera tous d'accord ici, on a une population qui vieillit et donc nous, notre but, et c'est ça notre objectif sur lequel on a déjà œuvré, c'est dans nos projets immobiliers, il ne faut pas raisonner que le logement. J'entends parler beaucoup de mixité sociale. Il faut parler de logement, mais il faut aussi parler de locaux qui sont susceptibles d'accueillir des professionnels de santé et surtout proches des transports en commun. Et là, effectivement, nous avons un axe, M. Etchebarne en a parlé, cette fameuse départementale 810. D'ailleurs, sachez, M. Etchebarne, que on ne vous a pas attendu, mais ce n'est pas nous, c'est le syndicat des mobilités qui avance beaucoup sur ce sujet-là, et qu'effectivement, ce qui est prévu, en tout cas au niveau des politiques publiques de mobilité concernant notre territoire, c'est justement que cet axe-là devienne un axe plus apaisé, avec un développement de transport en commun, troisième voie. Alors, encore une fois, projet phare, peu de temps. Terminé, je termine. Voilà, faisons en sorte qu'on rejoigne ces enjeux-là dans nos réflexions. Nous y avons commencé, nous avons, comme je l'ai dit, semé les premières graines et j'espère que nous allons pouvoir en récolter les fruits, tout le monde, dans les années à venir. C'est noté, Mileshker. Merci encore à vous trois d'avoir participé à ce débat et merci à vous tous de l'avoir suivi. À bientôt sur Mediabasque pour un nouveau débat.